Si on confie la représentation de tout le monde à un petit groupe de personnes, j'ai toujours soutenu que notre Constitution prévoyait à l'origine que chaque membre de la Chambre représente au maximum 30 000 citoyens. Et dans les faits, le Sénat devait fonctionner de la même manière, puisque les sénateurs étaient choisis par les assemblées législatives des États. Or, ces assemblées, elles, représentaient des groupes encore plus restreints. L'avantage de ce système, c'est qu'il limitait l'influence de l'argent, des grandes entreprises technologiques et d'autres forces capables de s'emparer du processus politique. Aujourd'hui, un seul siège à la Chambre peut représenter jusqu'à 1 million de personnes. Et ça, forcément, ça change tout. D'autant plus que les sénateurs sont désormais élus directement. Et ce que ça a fait, pour les deux camps, c'est de les éloigner de la représentation du peuple, au lieu de la renforcer ou de l'intensifier. L'un des fondements essentiels de notre Constitution et des principes sur lesquels s'appuyait la génération fondatrice pour garantir que ce gouvernement représentatif soit vraiment représentatif, cette idée d'un élément un peu aristocratique face à la démocratie directe, parfois justifiée, parfois moins, devait rester en place. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le problème s'est donc amplifié. Il y en a toujours eu un, bien sûr. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui garantit qu'un représentant vote réellement avec ses électeurs, pour eux ou dans leur intérêt? Il n'y a rien, légalement, qui l'y oblige. La seule chose qui l'a vraiment figé politiquement, c'était la réélection. Et le problème aujourd'hui, c'est que pour être réélu, il faut servir le milieu de Washington. Il faut servir le marécage. Eux, ils te protègent et te font avancer. Mais sur son point plus large, celui d'aller vers l'indépendance, c'est bien là que le pays tout entier se dirige. Et tu en parles depuis un moment. On a en réalité deux options. Soit la guerre civile et l'effondrement, soit la création de nouveaux partis indépendants, de nouveaux systèmes politiques qui représentent vraiment les intérêts des électeurs. Et je pense que la deuxième option reste la plus viable, mais aussi la plus conforme à la Constitution. Et moi, je préfère toujours ça. C'est un peu comme la Bible. La Constitution a souvent une réponse, même pour les problèmes d'aujourd'hui, si on cherche assez longtemps. Et l'une des hypothèses de départ de la Constitution, celle qui fixait un maximum de 30 000 personnes par représentant, fait partie de tout ça. Il faut qu'on rétablisse le caractère vraiment représentatif de notre démocratie constitutionnelle. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est sans doute de lancer un nouveau mouvement indépendant, avec des candidats indépendants, des candidats de partis tiers, plusieurs partis indépendants. Et historiquement, les États-Unis ont suivi de très près le même parcours politique que le Royaume-Uni au cours du siècle dernier. Par exemple, la montée du Parti travailliste au Royaume-Uni dans les années 20 et 30 correspond à la prise de contrôle du Parti démocrate par le mouvement ouvrier, ici en Amérique, à la même époque. Et puis, vous savez, quand Churchill a été écarté après la Seconde Guerre mondiale, c'était un peu comme les républicains qui ont pris le pouvoir en 1946, juste après la guerre. Les Harold Wilson au Royaume-Uni faisaient écho à Jimmy Carter et à la démocratie technocratique en Amérique dans les années 70. Ensuite, Margaret Thatcher, en 1979, a annoncé et préparé l'arrivée de Ronald Reagan en 1980. John Major, au début des années 90, ressemblait beaucoup à Poppy Bush. Tony Blair, au milieu des années 90, faisait vraiment écho à Bill Clinton et, dans une certaine mesure, à Barack Obama. David Cameron et son entourage rappelaient assez clairement Paul Ryan et les siens. Puis le Brexit au Royaume-Uni, c'est un peu la même chose que Trump aux États-Unis. Alors, que se passe-t-il au Royaume-Uni? Le Parti libéral-démocrate est sur le point de s'effondrer. Le Parti travailliste est sur le point de s'effondrer. Le Parti conservateur aussi. Je veux dire, Starmer est déjà hors jeu.
je ne pense pas qu'on tienne un an et demi. Quel a été le dernier Premier ministre au Royaume-Uni à aller au bout de son mandat? Est-ce qu'il y en a eu un depuis Cameron? Ça fait un moment, non? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Américains vont avoir un énorme appétit, comme Tucker l'annonce hier, comme Marjorie Taylor Greene et Thomas Massie le laissent aussi entendre, pour de nouvelles options indépendantes ou de tiers partis. Ce serait la dernière tentative pour sauver notre République constitutionnelle, parce que franchement, le système à deux partis, ça ne marche plus. Oui, en fait, c'est quelque chose que le colonel Douglas MacGregor a aussi souligné dans notre émission cette semaine. Les démocrates sont allés tellement loin à gauche en soutenant tout ce qui est anti-américain qu'un grand nombre d'entre eux ne veulent plus rien avoir à faire avec le Parti démocrate. Et vous nous avez déjà montré ce qui se passe du côté des républicains. Je pense que le système bipartite tel qu'on l'a connu est en train de s'effondrer. Ce n'est pas encore visible, mais on va en voir de plus en plus de signes dans les mois et les années à venir. C'est pour ça que, comme vous le savez, je soutiens la création d'un troisième parti. Donc, il semble être sur la même ligne. Vous venez de citer MacGregor, MTG, Tucker Carlson. Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment vous voyez le paysage politique? Eh bien, on a un nombre record d'Américains qui se disent indépendants. Certains penchent un peu du côté démocrate ou républicain, mais de plus en plus, c'est plutôt « si c'est tout ce qu'on me propose, d'accord, j'irai là », mais pas s'ils avaient d'autres options. Et je pense que d'ici la fin de l'année, la majorité des Américains se définiront comme indépendants, pour la première fois dans l'histoire des sondages aux États-Unis. Et ça montre bien la direction que prennent les choses. Maintenant, on fait face à beaucoup d'obstacles juridiques. J'ai probablement défendu autant de dossiers juridiques pour des tiers et des candidats indépendants à travers le pays que n'importe quel autre avocat aux États-Unis. Et nous, on a des obstacles que le Royaume-Uni n'a pas, que l'Europe n'a pas non plus. En fait, on a les règles d'accès au scrutin les plus restrictives. Il y a plus d'Iraniens qui peuvent se présenter à l'élection présidentielle en Iran qu'il n'y en a aux États-Unis. Et ça dit tout. On critique sans arrêt le régime iranien en disant qu'il n'y a pas de démocratie là-bas. Mais il y a, dans certaines parties de l'Iran, plus de démocratie qu'aux États-Unis. Wow. Des lois absurdes sur l'accès au bulletin de vote. Est-ce que vous pourriez préciser un peu quels sont les principaux obstacles? En gros, à l'origine, le bulletin de vote était accessible au public et n'était pas contrôlé par l'État. Quand notre pays a été fondé, les gens allaient parfois voter publiquement dans les mairies, ou bien ils apportaient leur propre bulletin. Plus tard, au XIXe siècle, on leur remettait des bulletins directement sur place, distribués par les différents partis, organisations ou appareils politiques de l'époque. Mais l'idée que l'État contrôle le bulletin, ça n'a vraiment commencé que plus tard. Le bulletin australien, c'était le principe du vote secret, pour que personne ne sache pour qui on votait. D'accord, ça se comprend. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'État doit contrôler le bulletin. On pourrait très bien distribuer ou simplement mettre à disposition un bulletin que les gens apporteraient eux-mêmes tout en gardant le secret du vote. Le monopole de l'État sur le processus électoral, un peu comme les monopoles de licence d'État, avait pour but d'éliminer la concurrence. Il visait à détruire les machines politiques. C'était aussi parce que, par exemple, il y avait pas mal de gens qui ne savaient pas lire. Et tout à coup, s'ils ne pouvaient plus apporter leur propre bulletin, ça voulait dire qu'ils devaient le lire eux-mêmes quand ils le recevaient. À la fin du XIXe siècle, au début du XXe, avec les grandes vagues d'immigration, mais aussi dans de vastes zones rurales du Sud et ailleurs dans le pays,
Il y avait encore, disons, 10, 15, parfois 20% de la population qui n'était pas vraiment alphabétisée. Ils ont fait tout ça pour prendre le pouvoir. Et ensuite, ils sont allés encore plus loin. Chaque fois qu'un candidat d'un troisième parti a réussi, il finit par déranger le système. Imaginez un peu. Ce serait comme si Pepsi et Coca-Cola écrivaient eux-mêmes les règles pour décider qui a le droit de vendre des boissons dans le supermarché du coin. C'est exactement ce qu'on vit. Les partis démocrates et républicains ont conspiré et collaboré pour s'assurer qu'aucune alternative indépendante ne puisse vraiment les défier. Ils se partagent le pouvoir en faisant semblant d'avoir de grandes différences, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Et tout ça, ils l'ont inscrit dans la loi. Les tribunaux ont été complices. Pourquoi? Eh bien, qui nomme chaque juge, sans exception? Soit le Parti démocrate, soit le Parti républicain, au niveau fédéral, et même, dans bien des cas, au niveau des États. On a réussi à percer, de temps en temps. Mais historiquement, le problème, c'est que les victoires juridiques arrivent surtout quand il y a un vrai élan politique derrière. Je me souviens avoir conseillé Bobby Kennedy au tout début de sa candidature indépendante, en 2024, et même son équipe ne mesurait pas vraiment l'ampleur du défi. Je leur ai dit, ils vont inventer les arguments les plus absurdes, les plus fous, pour t'empêcher d'être sur le bulletin. Tout ça est totalement anticonstitutionnel. Moi, en tant qu'électeur, je devrais pouvoir choisir qui figure sur mon bulletin de vote. Je devrais pouvoir décider pour qui je vote, pas laisser ce choix à un bureaucrate dans une capitale d'État, ni à un juge d'un tribunal d'État qui agit de son propre chef. Mais comme ils sont tous de mèche, ils font tout pour y arriver. En général, ils ne s'en sortent que lorsqu'il n'y a pas une forte demande du public pour un candidat indépendant ou d'un troisième parti. À chaque fois qu'il y en a un, George Wallace en 68, John Anderson en 80, Ross Perot en 92, Ralph Nader la première fois en 2000, mais pas la seconde en 2004. Les tribunaux finissent souvent par céder, parce qu'ils ne veulent pas que le monde voie à quel point notre système politique est rempli de faux, d'hypocrites et d'imposteurs, et à quel point la justice y est profondément complice. Donc, ils ont vraiment toutes les astuces possibles. Il faut déposer une pétition avec un certain nombre de signatures. Par exemple, prenons le Tennessee. Là-bas, si vous voulez vous présenter comme candidat indépendant à la Chambre des représentants, c'est possible. Mais vous devez l'annoncer en même temps que tous ceux qui se déclarent pour les primaires. Du coup, si vous êtes mécontent du résultat des primaires, vous ne pouvez plus rien faire. La Cour suprême a reconnu depuis longtemps que c'est contraire à la Constitution, mais les juges ferment les yeux. Et ce genre de procédure judiciaire coûte souvent très cher. C'est une des raisons, c'est une des choses qu'on fait dans le volet sur la liberté politique au 1766 Law Center. On ne se contente pas de donner aux gens une sorte de boîte à outils pour devenir un petit candidat indépendant ou un candidat d'un troisième parti. On rassemble aussi tous les mémoires, toutes les affaires judiciaires. J'en ai fait pas mal moi-même, donc je les publie là-bas pour que les gens sachent quels sont leurs droits, parce que souvent, ils ne le savent pas. Les gens peuvent voir comment ouvrir cette sorte de coffre-fort qu'est le système bipartite. Et je pense qu'au final, on va finir par battre ce système, parce que franchement, le système à deux partis ne fonctionne plus. Il ne fonctionne ni pour les électeurs, ni pour l'Amérique. Et ça fait quoi maintenant, 25 ans que ça ne marche vraiment plus depuis la fin de la guerre froide? Ronald Reagan est sans doute le dernier président vraiment et durablement populaire qu'on ait eu. Tous les autres ont fini par devenir impopulaires, disons 1 an ou 2 avant la fin de leur mandat, tombant d'une manière ou d'une autre sous la barre des 50%. Donc,
le système bipartite ne fonctionne plus. La bureaucratie ou l'oligarchie, peu importe comment on l'appelle, doit être remplacée. Mais la Constitution apporte une réponse. Cette réponse, c'est de rétablir une forme de démocratie directe, plus représentative, en limitant et en plafonnant le nombre de citoyens que les membres de la Chambre et les sénateurs peuvent réellement représenter. Et aussi, en libérant les candidatures indépendantes et celles des tiers partis, qui ont toujours été la clé de toute réforme dans l'histoire américaine, depuis Andrew Jackson. Donc si je comprends bien, l'événement qui arrive, les 1er et 2 août, la convention du Centre juridique 1776 qu'on voit juste ici, va aborder une partie de tout ça. C'est bien ça? Ah oui, on va vraiment couvrir tout le paysage. On a Alexander Mercouris qui arrive de Londres, Alex Christoforou qui vient de Chypre, l'incontournable Daniel Davis qui sera là aussi, Larry Johnson va venir, Alexander Mercouri également, Joe Kent essaiera de passer. On aura aussi Richard Barris, le sondeur, et tout un éventail d'invités, le Dr Bowden pour la partie médicale, Brooke Jackson aussi sur le volet médical, ainsi qu'un groupe d'autres défenseurs de la liberté médicale. Mais en gros, on va aborder les questions de liberté politique, de liberté financière, de liberté médicale et de liberté alimentaire, et tout ce qui se joue en première ligne sur ces sujets. Et dans la partie liberté politique, il y a une question centrale. Comment réformer la communauté du renseignement? Comment réformer l'appareil militaire? Et comment réformer notre système d'acquisition de la défense? Mais au fond, tout ça revient à une chose. Il faut réformer nos formes de gouvernement représentatif. Alors, comment créer de nouveaux partis indépendants? Comment obtenir l'accès au bulletin de vote? Comment faire en sorte que votre voix soit entendue du public, surtout dans certaines circonscriptions où les campagnes coûtent très cher? Comment utiliser d'autres mécanismes, d'autres modes de communication pour contourner les grands médias et l'oligarchie des donateurs? On va parler de tout ça et de bien d'autres sujets encore pendant la conférence. Les billets sont toujours disponibles, même si le nombre de places est limité, sur le site 1776lawcenter.com. Et ce sera une partie essentielle du projet du 1776 Law Center, parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis un quart de siècle. Tant qu'on n'aura pas réparé les fondations du gouvernement représentatif, on continuera à voir les mêmes problèmes revenir sans cesse, les mêmes dysfonctionnements dans notre système politique. Le problème, c'est que la dysfonction des 25 dernières années est devenue une dysfonction dangereuse à l'échelle mondiale. Ce n'est plus seulement une question de savoir si votre conseil municipal fonctionne. Ça, c'est une chose. Mais que se passe-t-il quand on s'engage sans arrêt dans ces guerres insensées, un peu folles partout dans le monde, qui mettent en danger l'humanité et l'économie mondiale, au point de pouvoir la fragiliser pendant des décennies? On entre dans une époque qui ressemble beaucoup à celle d'avant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et on voit certains signes de ça émerger, même aux États-Unis. Vous savez, il y a des groupes, disons, de chemises brunes et de chemises rouges, qui cherchent à se disputer le pouvoir, un peu en marge. Il faut leur offrir une alternative constitutionnellement correcte, politiquement viable, à la guerre civile. Une voie qui puisse restaurer la République constitutionnelle. Et il n'y a pas de meilleur moment pour le faire que maintenant, à l'occasion du 25e anniversaire de notre pays. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, on a reçu pas mal de gens dans notre émission au cours de l'année écoulée qui s'inquiètent qu'on se dirige vers une sorte de guerre civile. L'un d'eux a même parlé d'un État pré-révolutionnaire qui, avec la mauvaise étincelle, pourrait devenir quelque chose de très violent, de très sanglant. Donc le seul antidote à ça, c'est de trouver
comme vous l'avez dit, des alternatives viables sur le plan constitutionnel et politique, capables de canaliser cette énergie et cette colère vers quelque chose d'utile. Mais l'une des grandes questions, ou plutôt l'une des grandes plaintes que beaucoup de gens expriment, c'est ils regardent les dernières élections présidentielles et qu'ils se disent « Eh bien, j'ai juste dû choisir le moins pire des deux candidats, parce qu'il n'y en avait aucun que j'aimais vraiment. » Et ainsi de suite. Mais c'est tout ce qu'on a. Et puis, il y a cette idée que si un troisième candidat se présente, que ce soit pour le Congrès, le Sénat ou la présidence, on entend tout de suite « Ah, si vous votez pour lui, tout ce que vous allez faire, c'est retirer des voix à l'un et faire élire l'autre camp. » Les deux camps disent exactement la même chose. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Je pense que l'époque où on devait choisir entre Tweedledum et Tweedledummer est bel et bien révolue. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'establishment ne s'effondre. Et la vraie question, comme vous le soulignez, c'est de savoir si cet effondrement se fera à travers une transition démocratique, conforme à la Constitution et fidèle à nos principes fondateurs. Un processus qui serait, en réalité, un moyen de réforme et de redressement beaucoup plus stable. Ou bien, est-ce qu'il faudra que le peuple prenne d'assaut les portes? Parce que si c'est la voie d'une révolution à la manière haïtienne qu'il provoque, ils vont beaucoup moins apprécier le résultat. Il ferait donc mieux d'accepter et d'ouvrir le processus à un mécanisme de réforme constitutionnelle, vraiment démocratique, avec un petit D. Sinon, ils auront droit à une version bien plus brutale du changement. Dans tous les cas, je pense que leur jour au pouvoir, en tant que classe oligarchique parasitaire, qui ment aux gens pour se faire élire, puis les trahit une fois en place, sont comptés. Les Américains en ont tout simplement fini avec ça. D'accord. Vous savez, on peut traverser quelques mauvaises expériences, mais à un moment, on se dit, peut-être qu'il faut ouvrir tout un nouveau champ de possibilités, au lieu de continuer sur la même voie. Et je pense que c'est exactement là où en est l'Amérique, au bord du précipice. C'est soit ça, soit l'effondrement. Parce que beaucoup de républiques constitutionnelles ne durent pas plus d'un quart de siècle. Alors, si on veut que la nôtre tienne encore un quart de siècle, il faut restaurer notre république constitutionnelle en revenant aux solutions qu'elle a elle-même prévues pour les problèmes que nous affrontons aujourd'hui. Et ces problèmes exigent une véritable révolution dans la représentation politique. Cela impliquera presque forcément de nouvelles options indépendantes, de nouveaux partis sur le bulletin de vote, pour que les citoyens puissent choisir. C'est un élément essentiel de cette réforme. Sans ça, on n'y arrivera jamais. Nous arrivons presque à la fin du temps que j'avais demandé. Si vous avez encore un petit moment, j'aimerais poser une dernière question. Oui, allez-y. D'accord. Très bien. Mais comment ça peut devenir concret, ça? Parce que, depuis longtemps maintenant, plus de 10 ans, on parle beaucoup de ces sondages dont vous parlez, où de plus en plus de gens se disent indépendants. Ils penchent d'un côté ou de l'autre, mais ils ne se définissent plus comme républicains ou démocrates. Ils se disent indépendants parce qu'ils en ont marre, même de leur propre parti. Et je le vois chez mes amis démocrates comme chez mes amis républicains. Les deux en ont assez de leur parti. Mais il n'y a pas de voie opérationnelle pour faire autrement. Parce que, comme vous l'avez dit, les obstacles sont énormes, sans parler de l'argent et de tous les aspects pratiques. Alors, comment vous imaginez que ça pourrait se concrétiser pour vraiment tirer parti de ces opinions-là? Je pense qu'il y a deux volets parallèles, une architecture juridique et une architecture pratique. Sur le plan juridique, il s'agit d'attaquer toutes ces lois, d'en repérer les maillons faibles. À mon sens, presque toutes ces restrictions d'accès au bulletin de vote sont inconstitutionnelles. Mais certaines sont plus graves que d'autres, et certaines sont plus efficaces
pour bloquer le processus. Il faut donc mettre en avant ces lois-là, les classer par priorité, élaborer une stratégie juridique pour les contester devant les tribunaux, et peut-être aussi dans les instances législatives ou ailleurs. Mais, comme tout cela sert un duopole, le pouvoir judiciaire reste sans doute, historiquement, celui qui a le plus de chances d'apporter un recours et de trouver les bons candidats pour mener ces batailles. Et au 1766 Law Center, on va faire ça d'une manière qui serve de modèle. Une structure que n'importe qui pourra reprendre, copier ou adapter, que ce soit un avocat ou un candidat, partout dans le pays. Un peu comme quand on s'est attaqué à la question des vaccins contre le COVID et à la discrimination religieuse. On a développé toute cette théorie, on l'a portée dans le débat public, mais surtout auprès d'autres avocats. Des millions d'Américains ont pu s'en servir pour éviter d'être forcés à se faire vacciner, en invoquant des objections religieuses. J'appelais ça une lettre dans une bouteille, parce qu'il y a toujours des limites légales à ce qu'un avocat peut donner comme avis juridique. Alors j'ai dit, « Hey, voilà une lettre qui vient d'arriver dans une bouteille devant ma porte, et voilà ce que vous pouvez en faire. » Pas mal de gens s'en sont servis pour le faire efficacement. Donc ça, c'est la première partie, l'architecture juridique de l'attaque contre ces pratiques anticonstitutionnelles et monopolistiques des deux parties. L'autre partie, elle est pratique. On va commencer à élaborer des textes et on aura des intervenants, comme Richard Barris et d'autres, à la conférence qui en parleront aussi. Comment on fait campagne, à n'importe quel niveau de responsabilité. Parce que ce qu'il faut, c'est que tout le monde commence à s'y intéresser. Peut-être que c'est une mairie, peut-être un conseiller municipal, peut-être un shérif local. Peut-être que c'est, tu vois, toute cette diversité de positions divergentes qui existe pour les gens ordinaires. Peut-être que c'est faire campagne pour quelqu'un. Peut-être que c'est aider à organiser la campagne de quelqu'un. Ou simplement s'occuper de sa communication. Mais toutes ces façons, anciennes ou nouvelles, de faire campagne pour un poste, concrètement, la plupart des gens ne les connaissent pas. Et pour eux, ça paraît énorme, presque impossible à aborder. Et puis, il y a toute cette classe de consultants politiques qui, en réalité, sont achetés en secret, qui travaillent pour les grands donateurs, pas pour les électeurs. Alors, comment on atteint les électeurs? Comment on lève des fonds? Comment on gère les obstacles juridiques? Comment on entre dans le débat public sans dépendre de cette classe de professionnels de la politique qui cherchent à te saboter et à te miner à chaque étape? Tous ces éléments pratiques, comme un guide pour se présenter à une élection à l'époque actuelle, face à la machine des grands donateurs oligarchiques. C'est pour ça qu'on construit à la fois une architecture juridique et une architecture pratique, pour que n'importe qui, n'importe où dans le pays, puisse s'en servir au profit des candidats indépendants et des partis tiers. Parce que c'est aussi une façon de débloquer la situation. Il y a un énorme décalage entre l'offre et la demande, comme vous le soulignez. Une demande massive, mais une offre très limitée. Limitée à cause du cadre juridique et limitée aussi par le manque de connaissances et de sensibilisation pratique. Nous, on veut combler ce fossé. Le Centre juridique 1776. L'objectif, c'est que ce mouvement indépendant et tiers devienne une option réaliste. Parce que c'est à vous de décider ce que vous voulez voir au menu, pas au gouvernement. Et c'est la seule manière de vraiment satisfaire l'appétit politique de réforme en Amérique. Et selon vous, l'élan supplémentaire que peuvent donner des gens comme Marjorie Taylor Greene ou Tucker Carlson avec leurs récentes déclarations, est-ce que ça va pousser d'autres personnes à se dire « oui, peut-être que certains démocrates vont quitter leur parti, peut-être que certains républicains vont faire pareil et qu'on va regarder ailleurs ». Vous voyez un mouvement dans ce sens?
Eh bien, je veux dire, Joy Reid a récemment déclaré qu'elle ne soutiendrait aucun démocrate qui soutient Israël. Donc on voit déjà, vous avez vu New York, cette espèce de révolution politique qui s'est produite là-bas sous Mamdani. Mais la cause principale, c'était Israël. Mamdani lui-même n'aurait jamais été élu si on n'avait pas décidé de bombarder l'Iran la première fois, juste avant sa primaire pour la mairie. Les gens se rendent compte qu'il y avait cette idée que l'AIPAC était intouchable. L'AIPAC est passé du fait de contrôler à peu près tous les membres du Congrès, sauf Thomas Massie et Marjorie Taylor Greene, à une situation où, d'après les derniers chiffres, plus de 30 grands candidats aux primaires refusent désormais de prendre le moindre dollar ou d'avoir le moindre lien avec l'AIPAC. C'est une véritable révolution, du genre qu'on n'aurait jamais imaginé au cours des 30 dernières années. Et ce mouvement ne va faire que grandir, encore et encore. Je pense que ces éléments contribuent à rééquilibrer la situation, d'une manière qui peut vraiment favoriser la réforme et le mouvement en faveur de cette réforme. Mais ça demandera l'engagement de chacun de nous. Parce que, comme pour toute révolution, rien de tout ça n'aurait été possible si tout le monde n'avait pas apporté sa petite part. Oui, absolument. Écoutez, je soutiens complètement cette initiative et ça fait longtemps que je défends ce genre de mouvement parce que j'en ai vraiment assez des deux partis qui se croient intouchables et qui, au fond, se moquent des Américains. Il est temps de changer cette dynamique de la base vers le haut et de le faire dans le cadre de la loi. Donc je suis totalement pour. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et merci aussi pour ce que vous faites. Et juste une dernière fois, si les gens veulent venir à cet événement, s'il reste des places, c'est bien sur 7076lawcenter.com qu'il faut aller. C'est ça? 7076lawcenter.com, is that where they go? Yeah, just go to 1776lawcenter.com. Oui, il suffit d'aller sur 1776lawcenter.com. Bref, il reste encore quelques billets, alors allez-y et réservez. Le 1er et le 2 août. C'est une conférence sur 2 jours. On aura même un ancien chef de la Maison-Blanche qui vient bénévolement. Ah oui, sans blague, il soutient la cause, donc il va cuisiner pour tout le monde et ça va être super. Je dirais juste une chose sur le système bipartite. Ils ont réussi à faire mieux que Tweedledum et Tweedledumber, avec Tweedledumber et Tweedledum-Best, comme stratégie et tactique principale. Difficile de contrer ça, un thing. On est content d'être là, mec. Look forward to seeing you, man. We'll see you very soon. Hâte de te revoir, mon ami. On se voit très bientôt, dans un peu plus d'un mois à peine. Donc on se retrouve là-bas. Et, si Dieu le veut, quelque chose de bon en sortira, pas seulement l'événement en lui-même. Absolument. Tiens, voilà quelques-uns des gars. Tu as vraiment la tête d'un révolutionnaire américain. J'en apporterai peut-être un, juste pour pouvoir glisser ma main dans une veste. Just so I can put my hand in my jacket Hey, there. that'd be perfect. So I will say, Ce serait parfait. Oui, ce serait parfait. Mais je dois dire, tout le monde qui a regardé ça dit que Larry Johnson a l'air d'être le plus impressionnant du groupe. Franchement, on dirait qu'il est né pour ça. Non, qu'il a eu tout un tas de... Enfin, regardez-moi ça. On dirait un mélange entre George Washington et Stonewall Jackson. C'est évident. On serait prêt à partir en guerre pour Larry tout de suite. Allez, en ligne. On y va. war for Larry right away. You line up, let's go. All right. Très bien, super. On se retrouve très bientôt et on se retrouve tous dans le prochain épisode de Daniel Davis Deep Dive. N'oubliez pas d'en parler à vos amis, ceux qui adorent écouter des podcasts. Dites-leur d'ajouter Daniel Davis Deep Dive à leur liste. Ils doivent savoir ce que vous savez. Ils peuvent l'écouter là où ils prennent déjà leur podcast. Il suffit de leur en parler. Already get their podcast. You just got to tell them.